Mon propos porte sur les révélations qui émergent dites Paradise Papers ou Paradise Papers, suivant vos affinités, qui me semblent être d'une gravité exceptionnelle, dans la mesure où, après tout ce que nous avons appris sur la fraude fiscale pure et simple à l'échelle du monde et à l'échelle de l'Europe, qui s'élève déjà à des montants extrêmement forts, on parle dans le rapport du sénateur Éric Bocquet de 1000 milliards de fraude fiscale pour l'Europe et de 80 milliards pour notre pays, c'est-à-dire plus que le service de la dette pour ce qui concerne la France. Maintenant se découvre une pratique généralisée d'évasion fiscale qu'on connaissait et qu'on soupçonnait bien sûr, mais dont l'enquête médiatique permet de mesurer l'étendue et l'implication extrêmement intime dans le mécanisme général de l'économie mondiale actuelle. Il me semble que c'est le premier point qu'il faut relever. Ce n'est pas un à côté de l'économie mondiale du capitalisme de notre époque. C'est son cœur. Le circuit de l'accumulation capitaliste nécessite des circuits d'évasion fiscale qui sont à la limite de la légalité, qui parfois ont une forme légale, mais n'en sont pas moins des activités immorales, qui soulignent l'existence d'une classe parasite à l'échelle du monde, qui se soustrait à tous ses devoirs à l'égard de toutes les communautés, communautés nationales, communautés humaines, communautés écologiques, ce que l'on voudra. Il s'agit d'un phénomène d'une ampleur qui n'avait pas été soupçonnée. On parle pour l'évasion fiscale, hein, je précise bien, on ne parle pas de la fraude là, de l'évasion. Si l'on tient compte des chiffres qui nous sont donnés, il y en aurait pour 20 milliards pour la France et 120 pour l'Europe. Alors ce sont des sommes inférieures à celles de la fraude pure et simple, telles qu'elles étaient évaluées par le syndicat Solidaire Finance, avec les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, 80 milliards pour la France et plus de 1000 milliards pour l'Europe. C'est le rapport du Sénat et c'est l'évaluation du syndicat Solidaire Finance auquel nous nous référons. Alors, il est important de mettre en relation des informations les unes avec les autres. Le phénomène de la fraude fiscale ne s'est nullement ralenti. Celui de l'évasion fiscale a été plutôt systématisé. Tout ça alors qu'à la sortie de la crise financière de 2008, avait été établie une liste des paradis fiscaux, si vous vous en souvenez, avec des gens qui n'y étaient pas, des gens qui étaient en zone grise et des gens qui étaient en zone noire. Et quelque chose comme 15 jours après qu'on ait décidé d'ouvrir cette liste, on a appris qu'il n'y avait plus de paradis fiscaux. Je rappelle que c'était la formule du président Sarkozy à l'époque. Ensuite, naturellement, cette question a rebondi à plusieurs reprises. En Europe, lorsqu'on s'est aperçu que le gouvernement du duché du Luxembourg, sous l'autorité de M. Juncker, avait généralisé un système d'évasion fiscale, là pour le coup, qui a été dénoncé dans l'affaire la révélation de ces pratiques, qui consistait à ce que d'un côté il y ait un taux d'imposition affiché pour le pays, pour les sociétés, et de l'autre une négociation de gré à gré appelée rescrite, qui permettait au duché d'abaisser le niveau d'imposition sur les sociétés à des seuils absolument ridicules, ce qui revenait à voler tous les autres États de l'Union européenne dans lesquels ces sociétés agissent, car naturellement, ça n'est pas dans le microscopique duché du Luxembourg que les plus-values s'accumulent. Elles le sont dans les grands pays, les grandes économies, notamment comme celle de la France. Et donc, M. Juncker avait organisé une sorte d'arnaque européenne lui permettant de tirer de profit pour le duché du Luxembourg d'activités d'investissement public qui avaient lieu ailleurs. Donc on a vu déjà à ce moment-là, sans que ça ait l'air de trop émouvoir, l'ampleur du caractère systématique de l'organisation de la fraude fiscale, de l'évasion, encouragée par les autorités. Je rappelle que la seule personne qui a été condamnée sur cette histoire du Luxembourg, c'est la personne qui l'a dénoncée, qui est quand même un comble. Là, nous voici à nouveau à une sorte de paroxysme. On nous annonce que dans les prochains jours, nous connaîtrons les noms des sociétés et des personnalités peut-être françaises qui ont recours
aux paradis fiscaux. Ça m'étonnerait, compte tenu des sommes qui s'accumulent en France et des pratiques habituelles, qu'il y ait que la reine d'Angleterre qui soit concernée. Cependant, je veux pointer les manques qui, depuis des années, font que toute lutte est entravée par une mauvaise volonté, une sorte de traînage de patins systématique chaque fois qu'il est question de lutter contre la fraude fiscale. Il faut se souvenir que c'était M. Macron, lorsqu'il était ministre ou lorsqu'il était conseiller du président Hollande, qui avait la responsabilité de prendre des dispositions et qui n'a jamais prise. Et on pourrait dire que c'est que ça lui est passé depuis qu'il est président de la République. Ben pas du tout, parce que nous avons pu constater dans le débat sur le projet de loi de finances que tous nos amendements de lutte contre la fraude fiscale ont été tous rejetés. Je pense notamment à l'amendement pourtant présenté en commun avec le groupe Les Républicains, le Parti Socialiste, le MoDem, les communistes et la France Insoumise, pour faire sauter le verrou de Bercy, c'est-à-dire pour donner l'autorisation au parquet de poursuivre les gens dont ils pressentent qu'il y aurait délinquance sans attendre et sans être soumis à l'approbation préalable de l'administration de Bercy. Je voudrais rappeler que ceci a été repoussé après débat en séance. Donc c'est donc en pleine connaissance de cause qu'on a mis là un frein à la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. De la même manière, quand nous avons déposé la demande d'impôt universel, c'est-à-dire le fait que plus personne ne puisse déposer un compte personnel ailleurs en France, quand il le dépose ailleurs, qu'il soit soumis à l'impôt en France, c'est-à-dire paye la différence entre ce qu'il paye dans l'État où il se trouve et ce qu'il payerait s'il était en France. Disposition fiscale que je défends depuis 2012. À l'époque, M. Sarkozy, dans cette élection présidentielle, s'était dit convaincu qu'il allait l'appliquer. Depuis, cette question est revenue à de nombreuses reprises sur le tapis. Je l'ai reproposée cette fois-ci avec mes camarades dans le projet de loi de finances. Et une nouvelle fois, ça a été repoussé. Je rappelle encore une fois qu'il s'agit d'une pratique qui est appliquée par les États-Unis d'Amérique, dont on ne peut pas dire que ce soit un modèle de la lutte contre l'évasion fiscale, mais je veux dire, même des gens comme ça sont capables d'appliquer une mesure de cette nature. Enfin, il y a, parmi toutes les choses qu'on a proposées, il y avait l'interdiction pour les établissements bancaires d'exercer dans les paradis fiscaux. Il me semble important de cibler les banques, car évidemment, ce sont les instruments sans lesquels rien de tout ça ne serait possible. C'est par elles que tout passe, c'est elles qui organisent tout et qui le font sciemment. On dit que dans les paradis fiscaux, les 20 premières banques mondiales font 26% de leurs bénéfices. Et il y a même des endroits comme en Irlande où elles parviennent à du 100% de profit, tellement cette affaire est bien organisée. Au total, pour les 5 plus grandes banques françaises, c'est-à-dire la BNP, la BPCE, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, CIC et la Société Générale, elles ont déclaré 5,5 milliards d'euros de bénéfices dans les paradis fiscaux. C'est donc une pratique absolument généralisée et on est en droit de se dire que si l'on interdisait que du trafic se fasse avec ces paradis fiscaux, eh bien la situation pourrait quand même beaucoup bouger. Il ne faut pas me dire que c'est impossible ou qu'il y a sujet à discussion. Personne ne fera jamais croire à personne que l'île de Nauru est capable de susciter une accumulation de bénéfices de la taille de celle qui s'y déroule actuellement. Et si je cite l'île de Nauru, c'est volontairement parce qu'il se trouve qu'une interdiction de commercer avec une île paradis fiscal a déjà été prononcée par la France sous le gouvernement de Lionel Jospin, et c'est précisément l'île de Nauru. Donc on voit que les mesures que nous avons proposées sont des mesures praticables dont on ne dit pas qu'elles suffiraient à purifier le capitalisme de ses tares originelles, mais en tout cas qu'elles mettraient un terme au sentiment d'impunité totale qu'ont tant et tant de dirigeants d'entreprises, de dirigeants de banques et même de dirigeants politiques. Avec, à partir de là, le constat à faire, pourquoi n'en veulent-ils pas ? Pourquoi le gouvernement de M. Édouard Philippe ne veut-il pas de l'impôt universel ? Où est le problème ? Quel genre de gêne cela présente-t-il ? Pourquoi ne veulent-ils pas interrompre le trafic des banques avec les paradis fiscaux ? Quel genre de problème ça pose ?
Et si ça pose un problème, je devine lequel, celui de la fluidité de la circulation du capital, nous voilà revenus à la fameuse thèse du ruissellement, où on pense que si l'argent s'accumule quelque part, il finira par revenir dans l'économie réelle. Ceci est la démonstration que ça n'aura pas lieu. Et je suis prêt à prendre le pari qu'on ne retrouvera pas dans l'économie réelle française les milliards qui viennent d'être redonnés si généreusement aux grandes fortunes par la suppression de l'impôt sur la fortune et la flat tax à 30%. Par conséquent, je pense que nous devons passer de l'indignation à l'action. Voilà. Le président de la République, le Premier ministre doivent dire combien de temps ils comptent supporter le pillage qui est en cours de notre pays, soit par la fraude, soit par l'évasion. Et une fois qu'ils ont sur les genoux les révélations que la presse vient de faire, le regroupement de médias qui est en train de traiter les informations dont ils disposent, que compte-t-il faire à part les jérémiades habituelles et les remarques creuses que l'on a l'habitude d'entendre à chaque fois que ça apparaît. Bon, j'en reste là, mesdames, messieurs. Il faut mettre ces choses-là en relation avec le danger immense que fait peser sur l'économie mondiale le gonflement absolument considérable de la bulle financière qui, de nouveau, s'est accumulée. Comme vous le savez, au niveau du monde, au niveau des principales économies du monde, notamment l'économie américaine, nous sommes rendus de nouveau à un niveau de capitalisation boursière sans aucun rapport avec le développement de l'activité réelle. C'est vrai aussi pour les entreprises du CAC 40. Nous savons donc que nous sommes menacés de l'éclatement d'une nouvelle bulle financière. L'existence des paradis fiscaux, la liberté de circulation du capital dans l'ombre, qui participent au fonctionnement général de l'économie mondiale, augmente le risque qui pèse sur nous. Voilà pourquoi j'ai pensé que c'était utile de réagir aussitôt que ces révélations se feraient pour interpeller le gouvernement de mon pays, qui n'est pas un petit pays, mais qui est une puissance mondiale, économique et bancaire. À quand la suppression du verrou de Bercy? À quand l'impôt universel? À quand l'interdiction pour les établissements bancaires d'exercer dans les paradis fiscaux? À quand la création du délit d'incitation à la fraude fiscale et à l'évasion fiscale que tout un chacun peut constater dès lors qu'arrive la fin de l'année et que, parvenu à un certain niveau de revenus, ce qui est le cas d'un certain nombre de journalistes comme de parlementaires, vous recevez des invitations à souscrire à ceci et à cela pour vous soustraire à l'impôt. À quand l'interdiction d'exercer un mandat social pour les dirigeants des sociétés qui ont exercé dans des paradis fiscaux? Voilà les 5 questions que je voulais mettre sur la table pour que ça ne tourne pas comme d'habitude. Après quelques jours d'émotion, on retourne business as usual, hein, la vie continue, les affaires comme d'habitude, et à la revoyure du prochain scandale contre lequel les autorités n'ont pas l'intention de faire quoi que ce soit. Eh bien, cette fois-ci, la balle est dans le camp de M. Macron, et je lui dis qu'il ne pourra pas se contenter de bonnes paroles, notamment quand on aura la révélation de qui, dans notre pays, est concerné par ces mécanismes d'évasion fiscale. Voilà, eh bien, merci de votre attention.